Coucou, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Désencombre ta vie. Ce podcast est filmé sur YouTube sur ma chaîne Range et Changer. Tu me regardes peut-être là, je suis en direct dans ma cuisine, ou alors tu m'écoutes sur ta plateforme préférée de podcasting. Alors, aujourd'hui, le sujet, ça va être les 7 blocages qui t'empêchent de vider ta maison. Pourquoi je fais ce sujet-là ? Parce que récemment, et je vous en remercie toutes et tous, mais j'ai des épisodes qui ont cartonné. J'ai plus de 70 000 écoutes sur mes 2 derniers épisodes de podcast, donc en écoute ou en vidéo sur YouTube. Et donc, j'ai eu des centaines et des centaines et des centaines de commentaires. Alors, tu le sais peut-être, je réponds toujours personnellement à chaque commentaire que je reçois. Alors, je ne te le cache pas, ça me prend un paquet de temps. Alors, parfois, je fais ça quand je suis au cabinet. Parfois, je fais ça dès que j'ai 5 minutes. Parce que si je le fais que 3 fois par jour, habituellement, je le fais matin, midi, soir. Mais là, si je fais ça, j'en ai pour au moins 45 minutes. Donc, ça me prend trop de temps. Donc, pourquoi je parle de ça ? Parce que dans les commentaires, le plus souvent, ce qui m'est revenu, c'est des questions sur « Oui, mais Nadia, j'arrive pas parce que j'ai peur de ça. Oui, mais Nadia, moi, j'arrive pas à cause de ci. Oui, mais Nadia, moi, j'arrive pas à cause de ça. » Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé les principales raisons et aussi celles que je rencontre chez mes clientes en coaching désencombrement. J'ai regroupé les principales raisons qui font que les personnes n'arrivent pas à désencombrer chez elles, que les personnes n'arrivent pas à se séparer de choses chez elles, à se séparer du superflu, à se séparer de choses qu'on leur a offertes, à se séparer de choses, elles se disent oui, ça peut toujours me servir au cas où. Donc là, il y a 2 choses différentes à discerner. Il y a les excuses, c'est-à-dire je ne peux pas, on me l'a offert. Oui, mais au cas où ça pourrait servir. Ah oui, mais ça m'a coûté des sous. Ah oui, mais je ne l'ai pas mis, mais je sais que je le mettrai quand même. Ah je n'ai pas eu l'occasion. Donc ça, c'est un peu les excuses. Mais il y a, je dirais, le sous-texte ou l'arrière du décor qui est la raison réelle. Parce que quand on me dit ça peut servir au cas où, la raison réelle, on ne la connaît pas. Parce que certaines vont dire au cas où, si on creuse en fait, c'est un peu le boulot que je fais. Donc moi, je suis coach en rangement et en désencombrement, home organizer. Et je dis souvent que mon boulot, c'est 80% de psychologique et 20% d'action. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, je dois creuser chez mes clientes. Je dis mes clientes parce que chez moi, le féminin l'emporte. Donc, je dois creuser chez mes clientes leur difficulté à se séparer d'une chose. Quand une femme va me dire « Oui, mais je garde cette veste au cas où », il peut y avoir 1 milliard d'explications. Bon, quand même pas 1 milliard, je suis un peu marseillaise quand même, par mon papier Roger. Mais il peut y avoir beaucoup d'explications différentes sur le « au cas où ». Il peut y en avoir, certaines pourraient se dire « mais comme je l'ai payé, à partir du moment où j'ai mis de l'argent dans quelque chose, je ne peux pas m'en séparer ». D'autres pourraient dire « ah, ça me rappelle ma vie d'avant, donc on ne sait jamais si j'arrive à revenir à ma vie d'avant ». D'autres pourraient dire « au cas où, en réalité, je ne veux pas m'en séparer parce que c'était à ma mère et je l'ai récupéré dans la garde-robe de ma mère ». Voilà, ce sont plein de choses différentes. Et une même excuse peut avoir plein de réflexions différentes et surtout plein de blocages différents. Donc, je vais t'en parler dans cet épisode de podcast. Je suis sûre que tu vas peut-être te retrouver dans l'un de ceux-là, sûrement pas dans les 7. Moi, quand j'ai désencombré ma maison, je ne me retrouvais pas dans les 7 que j'ai trouvés. Ok ? Et je t'encourage vraiment, si tu regardes ma vidéo sur YouTube, à me mettre en commentaire si toi, tu as rencontré d'autres blocages que ceux que je vais citer. Ok ? Vraiment, tous les commentaires que vous mettez sur YouTube, ça sert à toute la communauté. C'est-à-dire que les gens en profitent, vous vous répondez les uns les autres et ça, c'est génial. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Les blocages que j'ai identifiés qui t'empêchent de vider ta maison, le premier, c'est la peur du vide. Qu'est-ce que c'est la peur du vide ? En fait, je me rappelle quand j'ai désencombré ma maison, donc c'était il y a 6 ans, j'ai une copine dont la maison est très encombrée, qui me reconnaîtra si elle écoute mon podcast, qui est venue chez moi et qui m'a dit... ça me fait tellement rire parce que j'adore. Je vais vous dire pourquoi ça me fait rire. Elle m'a dit « Oh, Nadia, maintenant chez toi, ça m'angoisse parce que ça résonne. » Pourquoi ça me fait rire ? Parce que déjà, le fait que ça résonne chez moi, c'est une galère pas possible pour mon podcast et pour mes vidéos. Parce que je dois mettre des réglages spéciaux, je dois être tout près du micro, j'ai un micro spécial. Parce qu'effectivement, chez moi, ça résonne. Et ça résonne dans toutes les pièces. Et quand on enregistre des audios, il faut normalement que les pièces soient chargées. Ça veut dire qu'elles aient de la déco au mur, des meubles, des rideaux, des tapis, pour que ça fasse une ambiance feutrée et que le son soit un peu plus camouflé. Donc c'est pour ça que je rigole. Parce que le fait d'être minimaliste et d'avoir une maison qui résonne, pour ce que je fais aujourd'hui, c'est pas génial. Mais donc vous comprendrez pourquoi j'ai peut-être encore de l'écho dans mes vidéos. Donc cette amie, comme beaucoup de clientes, elle n'aime pas le vide. Et vous le savez, on dit souvent que l'humain a horreur du vide. D'accord ?
que quand on vide quelque chose, on a tendance à le re-remplir. Par exemple, quelqu'un va vider sa cave, va faire un petit endroit vide de sa cave, et ben elle va remettre quelque chose d'autre. Ou alors on vide notre placard, on va réaccumuler. Ça, c'est vraiment une peur du vide. Et la peur du vide, c'est très bien de se dire, déjà, se rendre compte qu'on a la peur du vide. C'est déjà pas mal. Ça, c'est les gens qui disent « Oh, quand je suis chez des gens qui sont minimalistes, j'aime pas. C'est vide. Ça manque de meubles. Ça manque de choses. Pourquoi ?» En fait, il faut se poser la question « Pourquoi ?» Pourquoi ce vide, ça t'angoisse? Pose-toi la question, parce que moi, le vide, ça ne m'angoisse pas. Moi, ce qui m'angoisse, c'est le trop-plein. Donc moi, j'ai la peur du trop-plein. Et je sais pourquoi. Parce que moi, ça me fatigue l'esprit. Ça me fatigue visuellement. Je me suis rendu compte avec les années que j'avais une fatigue visuelle et que j'aimais avoir du repos visuel. C'est-à-dire que chez moi, comme je n'ai pas beaucoup de choses, quand je regarde ou que je balaye mon regard, ça m'apporte de la sérénité. Et je me suis rendu compte, mais ça a été long à ce que je fasse ce chemin, que les intérieurs encombrés me polluent la vue. Ça me pollue la vue. Et la pollution visuelle m'angoisse. Donc tu vois, je suis allée loin dans ma réflexion. Donc quelqu'un qui entend ce podcast, qui me voit en vidéo, qui se dit « Ouais, j'ai l'impression que ça me parle, cette peur du vide », eh bien essaye d'aller plus loin, de te dire qu'est-ce qui t'angoisse dans cette peur du vide. Je ne vais pas faire ma psychologue à 2 balles sur « c'est une peur de la mort, c'est une peur… » J'en sais rien. Je ne suis pas psychologue, moi j'ai fait biologie, je n'ai pas fait psychologie. Mais voilà, la peur du vide, c'est quelque chose que je retrouve, première chose. La deuxième, la zone de sécurité. Donc la zone de sécurité, c'est je suis en sécurité quand je maîtrise, quand je contrôle mes trucs, quand j'ai mon petit bordel. Ça, j'ai beaucoup de clientes qui m'ont dit ça, qui m'ont dit que à partir du moment où on bouge les choses, elles se trouvent en insécurité. Je vais te donner un exemple qui n'est pas du tout sur des humains, mais qui est sur des animaux. À deux reprises dans ma carrière de home organizer, ma carrière, 4 ans de carrière, j'ai fait du désencombrement chez des clientes qui avaient des chiens. Et ça a été la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'en fait, les chiens, quand on bougeait tout, qu'on sortait des valises, une fois, il y avait une dame, elle avait des habits dans des valises et tout, le chien, il a cru que la personne, elle allait partir ou déménager ou partir en voyage ou j'en sais rien. Je ne suis pas éthologue et encore moins véto. Mais en fait, le chien, il hurlait à la mort derrière la porte. Non mais c'était horrible. Et je pense que lui, il s'est senti en insécurité. Il s'est senti que son quotidien, il a bougé. Sa maîtresse, elle bougeait des trucs, elle bougeait trop de trucs. Et il s'est vraiment senti en insécurité. Et ça, eh ben, je l'ai senti chez des clientes. De l'insécurité dans le mouvement, dans le changement, dans le déplacement d'objets, dans le fait que je sais à peu près où sont les choses, je suis en sécurité dans mon environnement. Alors que quand on commence un désencombrement, il y a tout qui bouge. On est en totale insécurité, c'est du skateboard permanent. Parce que c'est un bordel monstre pendant qu'on désencombre, c'est un bordel monstre avant qu'on évacue tout, c'est un bordel monstre avant qu'on trouve une place pour chaque chose, ça met au moins 1 an avant que les choses aient une place définitive puisqu'on va rebouger certaines choses. Donc voilà ce que j'ai identifié, la sortie de zone de sécurité ou de zone de confort. Est-ce que toi ça te parle? Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'impression de ressentir? Dis-moi tout en commentaire. Ensuite, troisième blocage qui empêche de trier chez soi, et ça je l'ai souvent, c'est les habitudes de l'enfance ou l'éducation. Il est clair que quelqu'un qui a vécu avec une famille, qui avait du bazar en permanence, avec des parents qui étaient hyper encombrés, eh ben, c'est pas hyper logique non plus, une fois à l'âge adulte, que la personne arrive dans son premier appartement et se mette à être minimaliste. Ben non, c'est pas possible, parce qu'on reproduit ce qu'on a vécu. Ou alors à l'inverse, parfois on fait totalement l'inverse, mais c'est quand même plus rare. Je vais te donner, pareil, un exemple là-dessus. C'était l'émission Détox ta maison. J'ai fait une vidéo dessus. C'est une émission de TF1 qui est intéressante. C'est une équipe de home organizer, organisatrices d'intérieur, hommes de ménage et tout, qui désencombre chez des gens. Et il y a justement une dame qui explique que… Alors chez elle, c'est très 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 encombré forcément, puisqu'elle a été prise dans l'émission. Et elle explique que chez sa maman, c'est exactement pareil. Et que pour elle, elle a toujours appris qu'il fallait accumuler. Elle va dans des brocantes, elle achète des choses. Elle ne se rend pas compte que le bazar entre chez elle et ne sort jamais. Et je vais te donner un autre exemple intéressant. Moi, j'ai accompagné une famille en désencombrement qui était très, très, très encombrée. Très encombrée. Une famille avec beaucoup d'enfants. Et en fait, les 2 enfants aînés de la famille, ils avaient des gros problèmes à l'école. Et notamment, je me rappelle les instits et les profs qui disaient gros manque d'organisation, beaucoup de bazar dans la tête et je ne sais plus quoi. Et moi, je voyais la corrélation. Et en fait, la famille ne voyait pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un enfant il rentre chez lui, il peut pas faire un pas par terre. Ses parents ne rangent jamais. Il ne peut pas s'asseoir sur un canapé. Il n'y a pas de système d'ordre, c'est-à-dire
Il n'y a pas de rituel où on range la chambre. Il n'y a pas de rituel où est-ce qu'on range les livres. Il n'y a pas de rituel avec comment on fait les devoirs. Ensuite, on range dans le cartable, on range le cartable. Ben, ces enfants-là, ils ne peuvent pas s'organiser sur comment faire des devoirs, comment organiser une rédaction. Alors, tu vas peut-être te dire, ah bah oui, ça va loin, mais je t'assure que c'est vrai. Parce qu'en fait, l'organisation, ça vient d'un trait de personnalité qui s'appelle la conscienciosité. Bon, je vais un peu loin. Mais en fait, quand on est consciencieux, on est organisé sur tous les aspects de notre vie. À la fois sur comment faire un plan sur une rédaction, mais à la fois comment organiser son cartable, comment ranger sa maison, comment s'organiser au travail, comment organiser ses papiers administratifs. Donc si on ne développe pas, si on n'a pas ce trait de caractère inné, il faut le travailler. Ok. Donc ça, c'était pour dire les habitudes de l'enfance. Si on a grandi dans une famille qui n'était pas consciencieuse, qui n'était pas organisée, eh ben, il va falloir le travailler si on en a envie. Si on aime vivre dans son bazar, il n'y a pas de souci. Mais si un jour ce bazar nous oppresse et qu'on a envie d'en sortir, eh ben, il faut vraiment, vraiment réfléchir à ça. Ensuite, le quatrième blocage que j'ai identifié qui est très intéressant, c'est la peur du manque, qui n'est pas la même que la peur du vide. La peur du manque, c'est, dans ce que j'ai vu chez mes clientes, attention, je ne donne pas une définition de la peur du manque en général, je la donne dans ce que j'ai vu chez mes clientes, dans leur parcours de désencombrement. J'ai une cliente, qui se reconnaîtra peut-être, que j'aime beaucoup, qui a beaucoup manqué dans son enfance. Elle a vraiment eu peu de choses, elle a vécu dans un environnement familial qui n'avait pas beaucoup d'argent. Et en fait, à partir du moment où elle a pu gagner ses sous, très jeune, elle a travaillé en même temps que ses études, elle a été étudiante et elle bossait, après elle a eu 2 boulots en même temps, aujourd'hui elle a encore 2 boulots. Et à chaque fois qu'elle a acheté quelque chose avec son argent, elle s'est rendue compte de la difficulté qu'elle avait eue à gagner cet argent et surtout de la chance qu'elle avait enfin de pouvoir se faire plaisir, de pouvoir acheter des choses. Et aujourd'hui, ça fait à peu près 10 ans qu'elle bosse, elle est incapable de se séparer de quoi que ce soit qu'elle a acheté. Parce qu'elle me dit, mais oui, mais moi j'ai tellement manqué que là, si je me sépare de ça, j'ai peur de manquer. J'ai peur de devoir le racheter. Je suis tellement fière de ce que j'ai mis en place dans ma vie pour acheter ça que je ne peux pas m'en séparer. Et en fait, cette personne, elle a vraiment peur de retomber dans le manque qu'elle a eu dans son enfance. Et c'est intéressant parce que du coup, elle s'est très bien désencombrée chez elle, mais son boulot, c'est 80% psychologique. Elle bosse sur sa peur du manque et 20% d'action, trier ses affaires. Donc, est-ce que toi, tu te reconnais dans cette peur du manque? Est-ce que ça te parle? Dis-moi ça aussi en commentaire. Ensuite, donc je sais plus, 5, j'en suis au 5e blocage que j'ai trouvé. Ah, ça c'est intéressant, je l'adore celui-là. Moi, j'ai été pas mal comme ça dans ma vie, peut-être je le suis encore. C'est, est-ce que oser mériter mieux? Est-ce que je peux oser mériter mieux? C'est-à-dire, en fait, arrêter de se rabaisser. Est-ce que je mérite vraiment mieux? Est-ce que la vie que j'ai, je m'en contente et c'est pas déjà bien? Est-ce que vraiment je mérite d'avoir une vie plus alignée? Est-ce que je mérite d'avoir une maison désencombrée? Parce que ça risque d'être mieux, ça risque d'être différent. Et qu'est-ce que ça va m'amener derrière? Donc, oser mériter mieux, ce que j'entends souvent, c'est avoir peur de ce qui va être derrière dans « je mérite mieux ». Est-ce que je peux oser ça? Est-ce que je peux me le permettre? Qui suis-je pour me permettre de mériter mieux? Et ça, c'est corrélé avec un autre blocage que j'entends, c'est la peur de réussir. Donc, oser mériter mieux, c'est qui suis-je par rapport aux autres? Est-ce que je suis mieux que les autres pour oser mériter? Est-ce que, non, mais moi j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours eu une vie difficile, ça je l'ai pas mal des fois dans les commentaires. Moi j'ai toujours eu la vie difficile, donc c'est comme ça, je m'y suis faite, je sais que j'arriverai pas à faire mieux, je sais que je suis comme ça. Ça, c'est des blocages qu'on se met tout seul. C'est vraiment des blocages qu'on se met seul. C'est pas parce que toute notre vie on n'a pas réussi quelque chose ou que toute notre vie on a foiré nos histoires de couple, nos histoires d'amour que ça va être comme ça tout le temps. Non, c'est pas vrai. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Moi, j'ai foiré mes histoires d'amour. Et peut-être que j'ai rencontré le prince charmant. Et j'y compte bien. Voilà. Et puis, mes princes que j'ai foirés, ils ont été charmants pendant de nombreuses années avant de devenir beaucoup moins charmants. Donc, c'est ça qu'il faut se dire. On est toujours capable de trouver du positif. Donc, oser mériter mieux, il faut se le dire. Est-ce que tu oses mériter mieux? Moi, je suis sûre que on mérite toujours mieux. Et donc, j'arrive au blocage suivant qui est la peur de réussir. Alors ça, tout le monde connaît la peur de l'échec, mais la peur de réussir, on la connaît beaucoup moins. La peur de réussir en entrepreneuriat, je vais dire en auto-entreprise, pas du tout. En entrepreneuriat, on en parle souvent parce que c'est, et pas forcément qu'en entrepreneuriat d'ailleurs, c'est quand on met en place des mécanismes d'auto-sabotage. Par exemple, on connaît tous dans notre entourage une fille ou un gars qu'à chaque fois qu'il est en couple, ça se passe super bien, il a rencontré quelqu'un de sympa, d'équilibré, qui lui correspond, et au bout de 6 mois ou au bout d'1 an, paf, il la plante.
Et c'est tout le temps le même schéma. Et on se dit, mais il est con ou quoi? Elle est conne celle-là, elle a trouvé un mec super, il était honnête, sympa, beau, il l'aime, tout ce qu'il fallait. Et à chaque fois, elle se bousille le truc. Auto-sabotage, ça c'est la peur de réussir. Et la peur de réussir, ça va aussi avec, est-ce que je le mérite? Qui suis-je pour le mériter? Et la peur de, qu'est-ce que ça va m'amener à quoi si je réussis? Quelle sphère, quelle chose je vais exploser dans ma vie? Quel changement ça va m'amener? Donc la peur de réussir, elle est très 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 importante. Moi j'ai des clientes qui se sont lancées à fond dans le désencombrement de leur maison, qui ont quasiment fini et puis qui se disent « Waouh, mais en fait ça m'amène vers d'autres choses, ça m'amène à repenser mon boulot, ça m'amène à repenser mon organisation de vie. » Ça je le dis souvent, hein. Petite et grosse digression, désencombrer sa maison, on ne s'arrête jamais à la maison. Hein. Après on s'attaque aux finances, à l'organisation de vie, à notre boulot, à notre couple, à nos relations. Et ces personnes-là, elles se tirent une balle dans le pied parce qu'elles arrêtent net, parce qu'elles ont peur. Elles ont peur d'aller chercher, est-ce que dans mon couple ça se passe bien ou pas? Souvent la réponse c'est non. Elles ont peur de se dire, bah mince, mes relations c'est pas forcément extra. Elles ont peur de se dire, ouais mon boulot j'en ai marre parce que ça leur fait trop de changements. Donc la peur de réussir, qu'est-ce qu'il y a derrière? À toi de te poser les questions. Et enfin, je vais éternuer. Et enfin, 7e blocage que je vois, mais je pourrais en citer 20, hein, mais là c'est les 7 principaux, c'est la peur du changement. Donc j'en ai parlé un petit peu en corollaire des autres peurs. La peur du changement, c'est vraiment quelque chose d'important dans la vie des gens parce que on se fait toujours une idée, on a toujours peur de l'avenir, des choses qu'on ne connaît pas. J'avais lu une étude, mais tellement intéressante. C'était David Lefrançois, je ne sais pas si tu le connais, c'est un coach en développement personnel qui avait dit « Ah mais c'est tellement intéressant ». En fait, on angoisse toujours pour l'avenir et les choses sur lesquelles on se projette n'arriveront pas à 97%. C'est-à-dire que 97% des fois dans lesquelles on se met dans une angoisse pour l'avenir, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que ou alors la chose n'arrivera pas du tout, ou alors elle arrivera de manière édulcorée et on aura su y faire face. Par exemple, je suis dans un boulot, ça se passe pas bien, oh mon Dieu, je vais me faire virer. On va angoisser, on va pas dormir la nuit, ça va être un cercle infernal, on va être super stressé, on va gueuler sur nos gosses, sur notre mari, voilà. Et puis finalement, au bout de 6 mois, on est viré, on a déjà fait un burn-out, on s'est déjà engueulé avec toute la famille. Et puis en fait, quand on se fait virer, à ce moment-là, on se dit « Oh, quel soulagement !» Et puis on retrouve un boulot peut-être au bout de 3 semaines parce qu'une pote, elle nous appelle et elle nous dit « Ah ben j'ai un boulot pour toi ». Donc on s'est stressé pendant les 6 derniers mois, on a bouffé l'énergie de tout le monde, la sienne en premier. Alors qu'en fait, ça a été beaucoup moins dramatique, ça s'est beaucoup mieux passé et on a trouvé une solution beaucoup plus rapidement que ce qu'on augurait. Donc, c'est moi, ça m'a fait vachement plaisir de me dire 97% des choses horribles que l'on prévoit dans notre tête n'arriveront pas. Donc, ou alors pas du tout, ou alors de manière édulcorée. Donc ça, c'est une bonne thérapie pour la peur du changement. Et bien en fait, il faut oser le changement parce que moi, je suis convaincue que le changement, ça n'apporte que du mieux. Même si des fois, on passe par des moments très difficiles dans sa vie, je suis bien placée pour le savoir. J'ai fait une dépression, j'ai eu des gros problèmes personnels, financiers, je me suis séparée, ça a été une période très dure. Mais j'ai réussi à rebondir. Et aujourd'hui, la vie que j'ai, je la troquerai pour rien d'autre au monde. Parce qu'il a fallu que je passe par là. Il a fallu que je passe par là pour en arriver où je suis aujourd'hui. Et si j'avais eu peur du changement, je serais restée dans ma vie avec un conjoint qui ne me convenait pas, avec une vie et un boulot qui ne me convenaient pas. J'aurais été très malheureuse, j'aurais été en grande dépression et en grande détresse psychologique. J'aurais pas été la mère que je voulais pour mes enfants et j'aurais vraiment pas été fière de moi et encore moins de la mère que je suis. Donc voilà, je sais pas si... Alors tout le monde n'a peut-être pas la force de caractère que j'ai, j'en suis tout à fait consciente, j'ai une grande force de caractère, c'est un de mes traits de personnalité. Mais en tout cas, la peur du changement, il faut en prendre conscience pour essayer de la détourner. Ok. Donc, je t'ai dit, les 7 blocages qui empêchent de vider ta maison, et ces 7 blocages, ils peuvent vraiment être, je dirais, réfléchis sur beaucoup d'autres angles de notre vie, qui ont trait au changement, qui ont trait à la mise en élan. Donc, dis-moi si ça t'a parlé, dis-moi si tu t'es reconnu dans un des traits. Et j'espère que cet épisode t'a plu, t'a apporté de la valeur. Si tu me vois sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à me mettre un like et à commenter parce que j'adore lire tous les commentaires. J'y réponds personnellement à tous les commentaires, même si ça me prend beaucoup de temps, mais c'est souvent pendant ma petite pause WC. Et si tu m'écoutes sur ta plateforme de podcasting, n'hésite pas à me mettre un commentaire et à me noter sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les plateformes, de préférence 5 étoiles.
Et si tu as aimé, tu partages. Si tu n'as pas aimé, tu partages avec ton ennemi. Moi, je m'en fous, ça me fait des vues et des écoutes. Ciao, ciao, à bientôt.